On va rentrer dans le vif du sujet de cette émission sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans lieu, sans maître et sans publicité à Racaille, pour une expo à la Halle Saint-Pierre, voilà. Une expo qui moi, je suis sorti évidemment complètement déglingos, comme d'habitude dans les expos, surtout celle-là, il y en a à voir. Et puis on en prend plein la tronche parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à voir, des artistes qu'on aime beaucoup ici, voilà. Et donc, Pépi Kikou va vous en causer tout de suite avec un extrait. Elle va vous lire un extrait de la correspondance de chez Sac à Dubuffet, c'est ça? Ouais, c'est effectivement il y avait quatre toiles de chez Sac. Ouais. Donc voilà, c'est une lettre qui s'appelle Peinture rustique moderne. Mes préférences vont d'emblée à la peinture rustique moderne. Peintre de village, je lui reste fidèle. Trop sûr de faire fausse route si je cherchais à peindre à la façon des artistes peintres des capitales et sous-préfectures. Nous autres, les ruraux de 1946, nous n'avons plus les préjugés d'hier. Nous avons évolué et pouvons sans crainte faire des créations à notre idée, insouciants de ce qu'en penseront les bourgeois et d'autres. Dans nos campagnes désertes, rien n'interrompt la méditation si nécessaire avant toute création artistique, et nous ne recevons que de bien faibles échos de ce qu'on peint dans les cités prestigieuses. Quant à la vie moins intellectuelle et plus saine qui est la nôtre, elle favorise l'éclosion de nos créations. N'ayant nul besoin du dessin et de la palette des autres, oubliant l'univers et travaillant sans autre souci que de progresser d'une façon continue jusqu'à notre mort, des nouveautés nous appartiennent, il n'y a qu'à ramasser. Sur divers sentiers suivis au cours de mes recherches, j'ai trouvé les bouquets, masques, portraits, etc. que je peux dire miens. Demain s'ajouteront à ma collection d'autres choses autant miennes. Sans gestes théâtraux, ni mise en scène phénoménale, il n'y a qu'à parcourir certaines pistes, qu'on reconnaît bien vite, quoiqu'à peine visibles, et on en revient avec des richesses pour son pays, pour la terre entière. Ma peinture rustique moderne est encore assez pauvre, mais dans une vingtaine d'années, j'espère qu'elle sera riche, presque autant que la terre. Ouais, voilà. Chez Sac, je rappelle, qui était un peintre qu'on a classé dans les brutes, évidemment. Quand on sait pas quoi faire en France, on fait des classements. Voilà, qui était très pote avec Dubuffet qui a allègrement pompé aussi. Lui, un peu comme Picasso, voilà, il était très influencé par les gens qu'il aimait. Ouais. Ils sont une fâcherie d'ailleurs entre les deux. Enfin, on va pas répéter éternellement les mêmes choses. Mais chez Sac, bon, le rustique moderne, c'est un de ses trucs, parce que ça n'a jamais existé que dans sa tête. Voilà, il se prenait. D'ailleurs, chez Sac, il n'était pas si humble que ça. Il se prenait quand même pas pour rien. Voilà, il a ramené un peu beaucoup. Il y a une certaine partialité dans ce qu'il dit, et je pense pas en plus que pour avoir vécu à la campagne dans les années après-guerre, je dois dire que l'art dans les campagnes, c'est quelque chose de complètement inconnu. Je veux dire, les paysans, ils préféraient s'intéresser à l'agriculture industrielle naissante avec des tracteurs d'occasion, c'est Yaris entre autres, qu'à la création artistique. Là, chez Sac, il était connu juste dans le village où il était comme un idiot de village, quoi. Voilà. Bon, je dis pas que c'est bien non plus, mais il faut quand même resituer les choses. Chez Sac, il a créé un monde, son monde, qui n'a rien à voir vraiment avec le monde réel, quoi. Voilà, on peut pas dire vraiment quelque chose d'autre que ça, quoi, pour remettre les pendules un peu à l'heure. Voilà. Ouais, chez Sac qui écrivait je sais plus 4-5 heures par jour, qui a dû écrire je sais plus combien de lettres. Il écrivait à tout le monde. Non, c'était alors là, de ce côté-là, il était vraiment un artiste hors norme, parce que ça veut dire un peu fada, quoi, quand même, pour dire les choses comme ils sont, même si le terme est un peu connoté. Il n'était pas vraiment ici, quoi. Il était vraiment ailleurs, par contre. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'adore son travail. C'est la première fois que j'ai vu une exposition chez Sac, c'était à l'île sur la Sorgue, en Provence, là, du côté de Gordes. Et j'étais avec des enfants, des petits enfants de maternelle, avec leur institutrice.
Solas, là, et je crois que j'ai été bouleversé, quoi, comme les enfants l'étaient d'ailleurs. Je dois dire que ils s'asseyaient, enfin, on les faisait asseoir, hein, devant une peinture de Chésac, et les petits étaient, et après quand ils sont rentrés en classe, ils ont fait du Chésac pendant un bon bout de temps. Et moi aussi d'ailleurs. Enfin, j'ai pas fait du Chésac, mais je crois qu'il m'a toujours, même maintenant, ça fait 30 ou 40 ans, je sais plus combien, je suis toujours dans cette disposition d'esprit vis-à-vis de cet artiste, quoi. J'ai quelque chose, une simplicité de graphique, de couleurs aussi, telle que, voilà, et il y a une présence dans son travail, quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Que ce soit ses peintures, que ce soit ses sculptures, que ce soit son écriture. Je suis moins accro à son écriture, mais bon, il faut dire qu'elle est assez particulière. Ouais, Chésac, donc qui était malade, hein, qui avait la tuberculose. Qui a eu la tuberculose, qui était en sanatorium pendant longtemps. C'est là qu'il a connu sa femme, Annie, qui était aussi tuberculeuse, qui était institutrice, et voilà. Et il a vécu donc dans les écoles où sa femme enseignait, parce que vous savez qu'à ce moment-là, mais je ne sais pas si ça existe encore maintenant, les communes, elles fournissaient un logement aux instituteurs en général. Au-dessus de l'école, il y avait un logement à l'école, quoi, voilà, dans l'école, et donc il vivait avec sa femme dans ces logements, mais alors dans des trucs du cul du monde, hein, sérieux, hein, je veux dire que... Non, c'est un artiste, comme on peut dire, c'est un peu con comme terme, mais authentique. Voilà, c'est pas un faiseur, un affabulateur, il était vraiment brut de décoffrage, c'est que de le dire. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, l'émission Aracaille, qui vous cause dans le poste d'une expo à la Halle Saint-Pierre, où vous pouvez y aller, hein, c'est toujours d'actualité, la Halle Saint-Pierre. Combien c'est l'entrée 8 euros, 7 euros. 8 euros, ouais, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. C'est une très très belle expo, enfin voilà, des tas de... Bon, on va vous parler évidemment pas de tous les artistes qui sont exposés, parce qu'il y en a un paquet, il y en a combien, tu te souviens toi? Je dirais qu'il y en a... 70, non? Peut-être, oui, il y a énormément de choses, c'est vrai que il y a même beaucoup de grands formats, c'est quand même une exposition très très riche. Ouais, très riche. Oui, mais alors nous on était que tous les deux. Oui, personne. Personne, parce qu'il paraît que les gens viennent plus tard, bon bah tant mieux, on saura maintenant. Voilà, et alors, tout de suite, je vais vous causer, avant de vous parler de Sadan Adam, qui est un peintre syrien, enfin, il est né à la frontière irako-syrienne, voilà, c'est un peintre autodidacte, il a jamais fréquenté les écoles d'art, voyez-vous, et il a maintenant une notoriété à peu près mondiale, et c'est aussi un artiste qui expose. C'est en ce moment qu'il expose à Paula Dardoin? Non, il a déjà exposé, mais Dominique Paula Dardoin en a parlé longuement quand elle est venue dans notre émission. Voilà, c'est ça, ouais, c'est un travail très intéressant, voilà. Comme souvent, les peintres qui sont faits toutes seules, hein, avec leurs petites mains, leurs petites têtes, voilà. Il l'expose dans le monde entier maintenant, il est partout, voilà. Et il dit, alors il y a une remarque de ce peintre qui m'a beaucoup plu, parce que je suis vraiment dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que il voudrait qu'on critique son travail, mais pas une critique positive, mais négative, parce qu'il dit le confort du succès, c'est quelque chose de terrible, quoi. Voilà, j'ai plus rien, voilà, c'est comme si ça dévalorisait son travail en quelque sorte. Voilà, c'est rare des peintres ou des artistes qui s'expriment ainsi sur leur notoriété. Voyez-vous, lui, la notoriété, apparemment, c'est plus une contrainte qu'une bénédiction, hein, pour rester dans les termes religieux. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette remarque. Je pense qu'elle est assez rare et qu'elle est en tout cas très juste. Voyez-vous, les artistes, c'est pour ça que je pense que les artistes qui ont réussi, c'est les artistes qui sont morts pour l'art, voilà. Et non plus, on peut créer
dans la nécessité, dans l'urgence, vous voyez, dans les choses vraiment. Je pense qu'il faut vaincre, il faut avoir un esprit combatif. Or, le succès, à mon avis, ça doit émousser beaucoup l'esprit combatif. Vous me direz, un artiste combatif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt réservé aux militaires, ce genre de choses, ou aux flics. Mais bon, oui, je veux dire par là, quelqu'un qui a envie de prouver des choses, en tout cas, de prouver par son travail, d'apporter des choses nouvelles. Voilà, toute cette espèce de musette que transportent les artistes avant qu'ils aient du succès, quoi. Parce que, voilà, on peut citer des cas, hein, sauf peut-être encore une fois pour Picasso. Il m'énerve, ce mec. Lui, on peut le détester pour tas de choses qu'il a faites dans sa vie, mais en tout cas, il a toujours cassé son travail pour explorer d'autres endroits. Et il disait lui-même que voilà, il fallait savoir se mettre en danger, qu'il fallait pas. Il n'était jamais satisfait vraiment de ce qu'il faisait. Enfin, il aspirait toujours quand il commençait un travail, il pensait déjà que c'était fini et il pensait déjà à l'autre. Voilà, pour moi, c'est vraiment, ça restera en tout cas, je pense, parce que ça fait un moment que ça me choure la grappe jusqu'à la fin du temps où je respire. J'aurais cette conviction que Picasso nous a montré un chemin que peu d'artistes, hélas, empruntent. Voilà. Mais par contre, Adam, lui, il est dans cet état d'esprit, bien que son travail n'évolue pas aussi brutalement que celui de Picasso. Je rappelle aussi que celui de Picasso évoluait brutalement au contact des œuvres d'autres artistes qu'il marquait et qui l'influençaient un moment, quand même, réinterprété par Picasso, bien sûr. Et puis on a vu aussi, ô joie, ô espoir, les originaux de Premier Hiver de Kamel Khelif. Voilà, c'est un artiste, je pense, algérien, qui vit à Marseille et qui a fait un bouquin. Enfin non, il n'a pas fait un bouquin, mais dont les éditions Grandir ont fait un bouquin de ses peintures à l'huile sur papier. Avec du rotring. J'ai trouvé ce que c'était que le rotring là-dessus. C'est des lignes pour faire, dans sa cabane là, il y a des, sur les murs, on voit une espèce de papier, je pense, voilà, avec des petites lignes noires, mais c'est ça son rotring. Enfin bref, Kamel Khelif, qui était dessinateur industriel à Marseille, il a fait des peintures sur papier, des peintures à l'huile sur papier, dont, comment dirais-je, l'éditeur Grandir a fait, je parle de l'éditeur vraiment, c'est-à-dire de René et de Aline Turc, hein, qui ont fondé cette maison. C'est un des derniers livres qu'ils ont édités, parce qu'ils ont repassé la main après. Ce sont plus eux qui sont à la manœuvre. René et Aline ont fait un livre qui s'appelle Premier Hiver, et où ces planches sont reproduites sous forme, évidemment, de livres pour... Eux, ils sont plutôt livres pour enfants, voilà. Avec un petit texte au-dessous de chaque planche, écrit par Kamel Khelif, je suppose. Voilà. Et c'est vraiment, de voir les planches originales, c'était vraiment pour nous une grande joie. Et voilà, c'était un très beau travail à l'huile, en tout cas, on peut le dire. Je suis un peu réservé parce qu'il fait des ciels qui sont pas, à mon avis, des ciels marseillais. Mais bon, ça, comment dirais-je, ça appuie le côté un petit peu désespéré ou désespérant de ce lieu d'habitation qui est un bidonville, le plus grand bidonville qui existait à Marseille, qui a été depuis rasé, évidemment. Voilà, où les travailleurs algériens principalement venant d'Afrique du Nord en bateau jusqu'à Marseille échouaient. Voilà, ils devaient vivre là, et c'est un hiver pour les héros de ce petit bouquin de chez Grandir, je dirais grand bouquin si vous voulez, de chez Grandir, ont connu le premier hiver, la première neige, ils n'avaient jamais vu de neige, donc on peut conclure que c'était pas des Kabyles, mais que c'était des gens des plaines, voilà. Et il y a des images, je vous assure,
Voilà, on est bien content de nos petits home sweet home quand on voit dans quelles conditions vivaient ces travailleurs immigrés. Il reste un petit bidonville à Marseille où il y a toujours des travailleurs immigrés, mais c'est plus guette que ça quand même parce que c'est dans une calanque, c'est au bord de la mer. Là, c'est pas vraiment dans une calanque, et on voit à l'horizon de ce bidonville des grandes constructions qui s'édifient avec des grues, etc., où les gens du bidonville, évidemment, travaillent, comme, par exemple, manœuvres, maçons, etc., et on leur dit que, voilà, ça sera, on leur annonce que leur bidonville va être rasé par des bulldozers au printemps, et qu'ils seront relogés, évidemment, dans ces immeubles-là. Ce qui, je pense, qui sont les quartiers nord de Marseille, voilà, qui sont effectivement occupés par ces premières vagues d'immigrés d'Afrique du Nord. Un très très beau livre que vous pouvez acheter, évidemment. Vous pouvez l'acheter au musée à la Halle Saint-Pierre d'ailleurs. Il est en vente à 17 € à la Halle Saint-Pierre. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, l'acheter chez Grandir directement. Vous allez sur le net et vous aurez toutes les informations pour pouvoir l'acheter chez Grandir. Je rappelle que Grandir ne diffuse pas en librairie. Donc c'est où vous le trouvez à la Saint-Pierre, ou vous le commandez directement chez Grandir, mais vous ne pourrez pas le trouver dans vos librairies, à moins de le commander évidemment par l'intermédiaire de la librairie. Ouais, c'était une belle surprise de voir ces planches originales. Oui, parce que c'est quand même assez étonnant. C'est fait à l'huile, sur le papier, je répète, et il y a vraiment des comment dirais-je, des matières, etc., qui sont très étonnantes. Voilà. Puis évidemment, on a vu aussi notre camarade Robérol. 4 grands formats. 4 grands formats, ouais, de Robérol, dont certains, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, ouais. Je pense, oui. Voilà. Alors évidemment, Robérol, on peut pas dire que c'est un peintre de la mouvance outsider, brut ou papapim, papapam. Non, mais bon, dans la collection dans la collection présentée là, il est en bonne place et il ne départ pas du tout à côté par exemple de Kamel Khelif. Voilà, nous, vous savez que depuis longtemps, on fréquente son œuvre et on est toujours aussi passionné par son travail. Et puis il y a aussi notre camarade Rustin, l'inénarrable Rustin, avec 3 grands formats ou 4, je sais plus, 3 ou 4 grands formats. Voilà, de ces personnages aussi qui nous emmènent très 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 loin dans des vies, oui, qui existent encore, qui existent toujours. Voilà, dans des vies d'aliénés, des vies de gens qui sont perdus dans des asiles. Voilà, dans le sinistre gris des asiles. Voilà, des personnages très touchants qu'on a vraiment envie d'aimer. Ils sont pas du tout répugnants, ils sont pas du tout, ils vous font pas peur. Ils sont très attendrissants. Enfin, je trouve, non. Voilà, il a une façon de peindre. D'ailleurs, Rustin lui-même, on a failli le connaître, mais c'était trop tard parce qu'il était très très malade. Mais on a demandé un rendez-vous qu'on n'a pas pu obtenir puisqu'il était trop malade. Mais on a vu un documentaire sur lui c'était quelqu'un qui semblait vraiment une crème, quoi. Voilà. Ouais, je dis on peut rappeler quand même son parcours qui faisait de l'art de l'abstraction qui fonctionnait très bien et qu'à 40 ans il s'est dit c'est trop facile, ça va pas, et il s'est mis à faire une peinture beaucoup plus compliquée avec en rapport avec les asiles, avec les gens en difficulté psychologique. C'est pour dire ça gentiment. Et en même temps, il était céramiste, c'est-à-dire qu'il travaillait la nuit dans une fabrique de céramique. Et il peignait le jour et il habitait dans un HLM à Bagnolet, quoi. Sa femme était médecin. À Bagnolet, il y a un centre médical qui avait créé sa femme. C'est Lise Elsa, je crois. Elsa Rustin. Voilà. Donc c'était aussi des gens qui étaient proches du Parti communiste. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Il a passé toute sa vie à Bagnolet, sauf à la fin où il s'est un peu déplacé parce qu'il a gagné le gros lot, il a gagné le jackpot avec son travail. Il y a un collectionneur hollandais qui a racheté toute son œuvre. Voilà, ça un peu pète. Hein. Bon, tant mieux pour Rustin, on n'a pas profité longtemps, hélas.
Il avait acheté un immense atelier à Montparnasse pour le transformer en fondation. Et apparemment, ça a foiré. Il y avait une autre fondation pas loin du centre Pompidou. Qui a fermé aussi. Qui a fermé aussi, voilà. Je crois que c'est son fils qui a repris tout ça, mais bon, apparemment en ce moment, tout ça, c'est dans un flou artistique. On ne sait pas trop ce que c'est devenu, quoi. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'occasion de découvrir quelques toiles de Rustin. Ouais, bon, il y a une toile aussi à la bibliothèque de Bagnolet pour ceux qui habitent dans le coin. Pour ceux qui habitent dans le coin, voilà. Robert-Rolle, Rustin, puis alors Michel Macréo, évidemment, qu'on a découvert dans la galerie qui présentait, comment il s'appelle, la Popole de... Margaron, c'était à la galerie Margaron quand on est allé voir Fred II et Cécile Reims. Ouais. Voilà, c'est ça. Et on a découvert un petit bouquin sur Macréo que j'ai paumé d'ailleurs, enfin bon, ça m'arrive souvent. Et ce Michel Macréo, qui est aussi dans la collection Cérès Franco. Cérès Franco, elle a fréquenté et aidé toute cette école, comment on l'appelle cette école? C'est la nouvelle figuration. La nouvelle figuration avec les Macréo et compagnie. Voilà, Stanislavski aussi, Michel Macréo. Il y a quelques formats magnifiques de Michel Macréo. Voilà, vous verrez comment, quelle est la source d'inspiration de Basquiat. Parce que Macréo, évidemment, il a travaillé avant que Basquiat n'apparaisse sur la scène médiatique internationale, artistico, machin truc. Et je vous assure que quand vous voyez un Basquiat, vous voyez un Macréo, quoi. Voilà, c'est étonnant, hein, comment il a pu, Basquiat, s'inspirer de Macréo. Mais enfin bon, c'est bien réel, de mon point de vue en tout cas. Voilà, un type étonnant. Et Stanislavski, alors lui, tu peux en dire 2 mots, Dominique? Puis je raccrocherai les wagons après. Ouais, non, mais on n'a pas trop regardé encore sa bio, mais Dominique en avait parlé quand elle est venue dans l'émission aussi. C'est quelqu'un qui très jeune, à 23 ans, en fait, a une myopathie et s'est retrouvé en fauteuil roulant et en fait a dessiné, quoi. Et que son œuvre, on sent que petit à petit, il y a cet enfermement et cette fin évidente où il va plus pouvoir rien faire, quoi. Ouais, et ça devient de plus en plus noir, de plus en plus tragique. Enfin bon, mais c'est une peinture qui peut, quand elle vous cramponne, elle vous lâche plus. Là, on sent vraiment ça. C'est dans cette école, cette nouvelle figuration, il y a quand même des gens qui ont fait sortir, si vous voulez, toute leur, toute la vie qu'ils avaient en eux, ils l'ont foutu sur des supports et ils vous agrippent avec ça. Non mais c'est assez angoissant même, parce que vous vous sentez pris comme s'il y avait des mains qui sortaient des œuvres et qui vous agrippaient. Ah, ici mon pote, ma petite là, tu vas t'en foutre plein la gueule de notre peinture, et c'est ce qu'on a plein la gueule effectivement. Et donc la galerie Paula Lardouin, qui succède un peu à Cérès Franco, qui est la mère de Paula Lardouin, a repris un peu avec des plus jeunes artistes, méconnus même, a repris cette espèce il y a des filiations avec des jeunes artistes entre la figuration libre et eux, et elle a repris donc ces jeunes artistes, elle les expose, elle s'engage aux côtés d'eux, qui sont pas du tout connus, mais qui, pour certains, probablement, le deviendront. Voilà. Alors, il est temps pour vous, si vous voulez, si vous aimez la peinture, vous pouvez fréquenter donc cette galerie qui en permanence vous offrira des simèzes à coup de pied dans le cul, voilà, et pour des prix quand même, vous voyez, par exemple quelqu'un comme comment dirais-je, comme pas Kamel Khelif, non, c'est de qui je voulais parler, je sais plus. Un artiste qui est, c'est peut-être Sadan Adam, oui, qui a des œuvres qui tournent autour de 2000 €, 3000 €, voilà, peut-être un peu moins même aussi. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on a des auditeurs qu'on remercie encore une fois de plus, qui sont allés à la galerie Paula Lardouin et qui ont acheté une œuvre de Timothy Archer, qu'on avait reçu ici, dont on avait abondamment parlé. Ouais. Et nous, c'était la première fois du coup qu'on a pu rencontrer l'œuvre de Stanislavski. Ouais. En vrai. Et
Vous pouvez voir des œuvres sur catalogue et tout ce que vous voulez, mais si vous voulez, quand vous les voyez en vrai, les œuvres qui se mettent sur catalogue, et là vous en prenez plein la gueule si c'est des œuvres qui sont vraiment importantes, évidemment. Il y a des œuvres, il vaut mieux les voir sur catalogue qu'en vrai, parce que les catalogues les améliorent. Voilà, mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Et c'est souvent quand c'est le contraire, c'est là que c'est de l'œuvre. Et puis pas de la rigolade. J'avais envie de venir aussi, mais voyez-vous, ça va trop vite, n'allez pas si vite. Mon vieux numéro, il y avait les drapeaux du grand soir, il y en avait les rouges, il y en avait les noirs, aussi loin. Je me souviens loin, quand les missiles montaient tout droit au ciel. Circuit d'ordinateur en pleine possession de nos moyens. À chacun ta prière, ta nouvelle œuvre mystique. Et pas le temps pour qu'on s'explique. Allez, ouvre les royaumes et crevez les plafonds. Mais il y a des chances pour qu'on nous ait bénis au ciel. Voilà, c'était Fin de siècle par Noir Désir. Oui, un groupe qu'on regrette beaucoup. Et tout de suite, vous êtes encore, et pour quelque temps, presque une heure, oh là là, presque une heure, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, vous vous rendez compte? Non mais c'est quelque chose quand même. L'émission à Racaille qui vous cause aujourd'hui d'une expo à la Halle Saint-Pierre. Comment s'appelle cette expo? L'art singulier de l'abbaye d'Aubrive. Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, on a passé un bon moment là-bas. Après, on est allé casser la croûte rue d'En-Raymond. Parce que, bon, à Montmartre, quand même, il y a un peu touristique, hein, quand même. Alors, j'ai traîné ma camarade Piquet-Court, rue d'En-Raymond, où j'ai habité jadis, et une petite brasserie qui fait le coin de la rue d'En-Raymond et de la rue, Ordener, voilà. Et là, on a mangé très très bien. Moi, j'ai mangé... qu'est-ce que j'ai mangé? Si, des choses de porc, là. Du travers de porc. Du travers de porc avec des pommes de terre, fallait voir. Et ma camarade... Moi, qu'est-ce que j'ai pris? Je me souviens même plus. C'était énorme encore. Enfin, un truc végétarien avec des tranches de fromage et tout ça. Et j'ai eu droit, parce que comme ils avaient eu la malencontreuse idée de mettre du jambon cru dedans, c'est moi qui en ai hérité. Alors, bon, voilà, ça c'est pour vous dire que on a passé quand même une bonne matinée, un bon début d'après-midi. Et Piquet-Coup tout de suite va vous causer, si vous voulez, d'autres artistes qu'on a vus dans cette expo, Roger Edgar Gillet, Hélène Lagneux et Emmanuel Renard, c'est-à-dire ces deux nanas et un mec qui valent le coup aussi d'être vus. Ouais, ça c'est entre autres parce que c'est difficile, on a envie de parler d'un peu tout le monde parce qu'il y a ceux dont tu parlais qu'on connaît, on a l'impression d'être là dans nos chaussons, c'est agréable, c'est des bonnes surprises. Il y a ceux qu'on connaît plus par leur implication dans l'art singulier, comme Anselme Boisriff, comme voilà, on sait que c'est Pierre Bettencourt. Et il y a Lydia Rings, enfin il y a plein de gens, elle c'est pas de l'art singulier, mais il y a plein de gens qu'on connaît. Alors moi j'en ai retenu 3 parce qu'on peut pas parler de tous. Hein. Alors Roger Edgar Gillet, alors il y a 2 toiles en fait qui étaient exposées. Il y en a une qui s'appelait Une soirée chez Pollack et l'autre au théâtre ce soir. Et la première impression que j'ai eue en voyant ces toiles, je me suis dit on dirait du James Ensor, quoi. Tout à fait. Alors, Roger Edgar Gillet, lui, il est né en 1924 et décédé en 2004. Alors, il a des parents qui le rêvaient gendarme. Eh ben, c'est raté. C'est raté. Les cons. Il est rentré à l'école Boulle et il a appris la gravure sur médaille. Puis après, il est allé aux Arts Déco. Alors, lui, c'est pareil. Il y a une transformation dans son travail. Il a tout un premier travail de toile où c'est de l'abstraction. Et puis, à partir des années 50, ça évolue vers la figuration un peu imaginaire. Il fait des poux, il fait des premiers portraits. Il quitte Paris, puis s'installe avec sa femme et ses 4 enfants à Saint-Malo. Donc là, c'est pareil, il y a toute une série de toiles sur la marine, mais c'est peut-être pas les plus intéressantes. Et sa peinture devient peu à peu plus expressionniste. On peut voir, il travaille une série de grands formats dans les années 70. Il y a par exemple les épousailles des nains. Il aborde des thèmes comme les juges, les bigotes, les musiciens. Donc il poursuit donc toute sa recherche sur les personnages et il aborde aussi des thèmes comme les villes, les prisons, les palais. Il fait des natures mortes. Il va à Grenade, il expose avec Antonio Sora. Il y a une rétrospective de son travail au Centre national des arts plastiques à Paris en 87. Et là, il entreprend une série qu'il appelle la série des mutants. Donc c'est une série de peintures et de sculptures. Et ça va aller jusqu'au tableau Ça marche des oubliés. Je ne sais pas si tu vois lequel, c'est un grand format. On a vu, je crois, 2 mètres sur 3. 2 mètres sur 3, exactement. Donc là, c'est plein de petits personnages, effectivement, dans des tons un peu beige, un peu ocre qui avancent. C'est un peu un camailleux, quoi. Et donc Roger Edgar Gillet était par ailleurs un ami de Paul Rebérol. Ils sont exposés ensemble plusieurs fois. Papou et Paul sont allés le rencontrer dans sa maison à Saint-Malo. Et ils ont été ensemble, ils sont allés ensemble à Cuba quand ils ont réalisé cette grande fresque collective en 1967. Ah non, mais c'était encore là des artistes qui se bougeaient les miches. Il faut dire, aller à Cuba, quand même, il faut le faire. Hein. Ouais. Donc, moi, ça me donne envie d'en connaître un peu plus. S'il y a une exposition de Roger Edgar Gillet, d'y retourner, parce que là, ces 2 toiles ont suscité quand même la curiosité. Oui, et puis d'être pote et d'avoir travaillé avec Rebérol, c'est quand même un bon signe. Alors, il y a Hélène Lagneux. Alors, Hélène Lagneux, là, elle expose, c'est, je crois, une encre de Chine et des aquarelles qui s'appelle Baroque viscéral. Et alors, Hélène Lagneux, elle a un look qui me fait penser à Brigitte Fontaine, les cheveux bruns très raides, une petite frange. Et elle a une peinture qui n'est pas si facile d'abord. Alors, c'est une fille de boucher. Elle raconte qu'elle allait à l'abattoir tous les lundis avec son père, ce qui a probablement marqué son... Oui, comme formation, c'est pas terrible. Et elle disait qu'elle faisait de l'aquarelle qu'elle appelait douce, donc et elle refusait de se faire appeler artiste tant qu'elle faisait ce travail. Puis en fait,
son travail a basculé, elle s'est radicalisée maintenant. Donc elle a une peinture qui est entre la violence et la délicatesse. Elle a créé tout un monde, tout un univers onirique, fantastique. Il y a des détails pas mal qui font penser à Jérôme Bosch dans son travail. Donc il y a des bestiaires un peu curieux, il y a des jardins imaginaires, il y a des individus mêlés dans tout ça, un peu partout dans les corps. Donc il peut y avoir aussi bien de la poésie que de la monstruosité. Ouais. Et elle dit ses recherches se concentrent sur les processus d'hybridation, qu'elle décortique, qu'elle met à nu l'anatomie humaine et animale. Donc il y a beaucoup de chimères et il y a toujours cette figure aussi féminine dont elle se sert un peu comme terrain d'expérimentation. Alors elle dit que depuis qu'elle peint des choses comme ça, elle va beaucoup mieux en fait, parce que ça lui a permis de sortir sur probablement tout ce qui était en elle. Elle fait aussi des sculptures sur papier. Elle raconte qu'elle aime pas travailler sur du propre et du neuf, donc elle salit sa toile. Elle dit que la toile l'inquiète, donc elle met des gros des empattements. Elle aime pas le grain de la toile. Ouais. Donc elle met une surche parce qu'elle met ce qu'elle colle dessus pour pouvoir travailler comme ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Oui, ce qui fait une peinture avec beaucoup de matière, un peu maladive, je dois dire, pour moi, ce genre de peinture. Oui, si ça lui fait du bien, tant mieux. Mais perso, ça me fait pas vraiment du bien de regarder ça parce que je pense que c'est trop. Oui, c'est maladif par les couleurs, par les formes, par toutes ces choses. De l'intérieur du corps, etc., qui est mis en évidence, qui sont mis en évidence. Enfin, mais il y a toute une vague en ce moment, je crois, de peinture et de sculpture de cet ordre, fait de cette manière. Est-ce que c'est l'époque qui veut que les artistes sortent ça de leur subconscient aujourd'hui? Mais en tout cas, je veux dire que c'est pas vraiment réjouissant. C'est pas une peinture. Je sais même pas si on a un grand lieu d'habitation qu'on peut dédier des pièces à des parties de cette habitation à des pièces comme ça, pourquoi pas. Mais vivre avec, ça doit être assez difficile quand même, à moins d'être soi-même un petit peu perturbé. Je crois, enfin bon. Même chez Jérôme Bosch, c'est pas du tout... Enfin, si ça peut faire penser à Jérôme Bosch, oui. Pas parce que, bon, il y a des analogies peut-être, mais Jérôme Bosch, moi je trouve que c'est une peinture vraiment... quand même, elle a quelque chose de roboratif, elle a quelque chose, vous voyez, une espèce de fête à neuneux de la monstruosité, mais il y a des couleurs, il y a des magnifiques formes, des détails techniques merveilleux. Enfin, c'est voilà. Là maintenant, on est vraiment pas tout à fait dans le même registre, quoi. Il y a pas cette, comment on pourrait dire ça. Oui, il y a de la fête chez Bosch ou comme chez son copain, Bruegel, voilà, c'est des gens, c'est pas simplement des monstruosités, c'est un jardin imaginaire, mais voilà, moi je trouve ces petits bonhommes, tout ça, avec ces poissons avec des pieds, etc. Il y a quelque chose qui me fait presque rigoler là-dedans. Il y a une espèce de pantomime moyenâgeuse qui est assez réjouissante, je trouve, alors que dans la peinture de Hélène Lagneux, c'est d'une infinie tristesse. Enfin, pour moi, évidemment, je vous donne mon ressenti. Mais c'est pas la seule. Il y a un sculpteur comme Marc Petit, là c'est pareil, il fait des sculptures, c'est que des squelettes, on fait des êtres humains à moitié squelettes, etc., etc. Lydie Harrix, c'est un peu la même chose aussi dans son travail. Il y en a comme ça toute une comment dirais-je, toute une école, si on peut dire ça comme ça. Bon, je ne sais pas si les écoles, j'en ai rien à foutre, mais bon, voilà, où on cultive, si vous voulez, le noir, si on peut dire ça. C'est-à-dire, on cultive le bourdon, quoi. On cultive la mélancolie, on cultive la tristesse, on cultive voilà. Et pour ma part, parce que par exemple des gens comme Nitkovski, oui, dans sa dernière période, il y a des choses comme ça, ou Marian, ou même Rustin, etc. Mais ils ont chez eux quand même un petit côté quand même comme ça. Même si Rustin, ces personnages les plus malades, etc. Il y a quelque chose quand même,
tendresse, qui permet de vivre avec. Là, c'est pas tout à fait le cas, quoi. Ouais, enfin, là, en tout cas, ce qui était exposé, les dessins qui étaient exposés, c'est des petits formats. Hein, Oui, des petits formats. C'est du 40/30, c'est pas du tout la même chose que. Par contre, effectivement, on a vu sur Internet, c'est des grands formats. Et moi, ce qui m'a dérangé, autant j'aime bien là, ce qu'elle fait là, c'est le décalage entre les visages des femmes qu'elle fait et le corps. Le corps me plaît bien, mais c'est le visage que je trouve un peu fade, banal. Banal, oui, tout à fait. Oui. Il y a une dichotomie entre si vous voulez, tout ce que je viens de vous raconter là, et des visages qui apparaissent là-dedans qui sont apparemment normaux, quoi, voilà, roses, avec des petites joues rebondies, etc. Mais ça fait comme un gros caca sur une tache blanche, voilà. C'est pas tout à fait. Non, il y a c'est là qu'on voit peut-être qu'elle n'est pas tout à fait encore au mieux de son évolution, quoi, je crois. Ouais, en tout cas, moi, ce qui était exposé, là, le baroque viscéral, justement, pour moi, on voit un homme qui a un corps de poisson. Enfin, moi, ça, j'aime bien, quoi. Alors, sinon, je vais parler aussi d'Emmanuelle Renard, qu'on connaissait pas non plus. Alors, Emmanuelle Renard, elle est née en 1963 à Paris. Hein. Elle fréquente les Arts Déco à Nice et elle vit entre Paris et Pondichéry, donc en Inde. Et elle a commencé à peindre très tôt, à dessiner très tôt aussi, à faire de la gravure, du carborandum et de la linogravure. Et elle a fait une première exposition donc à Valoris, là où elle a grandi aussi. Et elle fait elle expose un peu partout déjà si jeune. Et elle fait des foires internationales aussi. Et elle a une peinture qui fouille un peu le monde de l'enfance, les contes, l'enchantement, la magie, la monstruosité aussi. Hein. Et ça peut aussi d'un coup basculer dans le cauchemar avec des formes qui vont se disloquer, des lignes qui partent un peu, qui se délitent. Donc on peut retrouver des faunes, des sorciers, des ogres. Voilà, des êtres inquiétants qui habitent des sous-bois, par exemple. Donc, elle déforme tous ses corps. Elle peut leur mettre la tête à l'envers. Les arbres peuvent allonger leurs branches. Les mains peuvent aussi se détendre. Voilà, c'est plus du Bosch et du Bruegel, là. Bah, moi, ce qu'on a regardé hier, ça me faisait penser un peu aussi à Garouste par moment. Oui, quoi. Tout à fait. Entre Rebérol, Garouste, il y avait quelque chose aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de Oui, tout à fait. Voilà. En fait, elle se moque aussi des codes sociaux en fonction des expositions qu'elle fait. Quoi. Non, moi j'ai trouvé que c'était assez fort son travail, quoi, avec quand même des noirs, des couleurs qui. Oui, à mon avis, plus fort que Hélène Lagneux, quoi. Hélène Lagneux qui se plaint qu'elle ne peut pas en vivre pleinement et qui sacrifie aux foires expositions payantes. Bon, bah ça c'est son problème. Hein. Si elle peut sortir 2000 € pour se payer une expo, bon, qu'elle les sorte. Et si elle rentre pas dans son fric, on va pas pleurer, hein, parce que bon, les gens qui participent comme ça à l'engraissement de parasites qui ont trouvé le bon filon en faisant raquer les rapins pour exposer, bon bah voilà, si aucun rapin tombait là-dedans, ça changerait peut-être l'aspect du marché de l'art. Voilà. Ouais, il y avait aussi, alors là c'est des 2-3 tableaux, des collages de Louis Pons, enfin des collages, des assemblages plutôt de Louis Pons. Il y en a un qui s'appelait donc les deux font la paire, c'est du relief. Alors Louis Pons, lui, il est né en 1927 à Marseille. Hein, c'est un ajusteur qui a appris son métier à l'école à Andoum, toujours à Marseille, mais qui l'a jamais exercé. Il était dessinateur de presse à la Libération. Il travaillait dans les journaux issus de la Résistance. Et il a été aussi rapidement comptable, ouvrier agricole, vendangeur, peintre en bâtiment. Enfin... Et en 48-49, lui aussi, il a la tuberculose. Il passe 1 an et demi en sanatorium. Et là, il découvre l'œuvre de Joé Bousquet, les dessins de Louis Souter, les aphorismes de Lichtenberg. Et il va composer après ses premiers assemblages. Hein. C'est des collages en 3 dimensions. En fait, c'est des tableaux en relief avec plein d'objets de matériaux de récupération. C'était un dessinateur acharné. Hein. Il a fait environ 2000 dessins à l'encre de Chine et il disait « Je tue le temps à coups de plume sergent-major, ce sera long ». Et donc, pendant ce temps-là, pendant cette période, il peint. Il a acheté une presse de graveur. Mais malheureusement, en fait, il a des troubles visuels, donc il est obligé d'arrêter le dessin. Et c'est là qu'il va commencer ses premiers assemblages, hein, donc avec tout ce qu'il peut récupérer. Donc il y a des bouts de bois, des ferrailles rouillées, des animaux empaillés qui tournent, qui retournent, qui déplacent. Voilà, il réunit tout ça, il les colle, il cloue ça dans des boîtes.
Donc en fait, c'est un peu comme des réflexions, des interrogations sur la vie, la mort, le passé, l'avenir, la mémoire, l'oubli. Enfin, voilà, il est fasciné par la métamorphose, donc il va transformer ces objets en leur offrant donc une nouvelle vie, quoi. Ouais. Oui, bah évidemment, on en a vu d'autres aussi, comme celui qui fait des armes, il fait des manèges. Oui, mais là, il n'y était pas Robillard. Mais par contre, celui qu'on a vu, c'est Francis Marshall qui fait ces poupées, ces morissettes qu'on avait vues à la fabuloserie, là, des poupées de chiffon. Ouais. Alors là, c'était moins dur parce qu'en fait, il n'y avait pas l'odeur. On n'était pas dans une pièce close avec l'odeur du vieux, justement, et de la poussière. Ouais, non, là, pour moi, c'est l'abomination de l'abomination, ce mec. Là, je me souviens, la fabuloserie, j'étais mal foutu quand je suis rentré dans cette petite pièce où il y avait ces poupées, là. Oh là 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 là, c'est morbide, mais il y a pas mieux pour cauchemarder après et pour avoir envie de se brancher, quoi. Ouais, sinon on a vu quelques tableaux de Ben Lindstrom dont on avait déjà parlé, hein, celui qui fait des gros empattements avec des couleurs des couleurs vives. Là, il y a du rouge, du jaune. Enfin, lui, il travaille carrément avec des seaux de peinture. Hein. Et des truelles. Ouais. Lui, en fait, il est d'origine suédoise et son père était un ami des Lapons. C'est lui qui a eu le baptême de la terre quand il était tout petit. Il est passé entre les racines d'un arbre mort pour avoir la protection des dieux et écarter les dangers de la vie. Ouais. Mais par contre, sa peinture est très, très identifiable, quoi, avec ces gros empattements de couleurs vives. On s'en lasse très vite, hein, parce que vous envoyez 2-3, vous êtes saturé, là. Alors, on a vu aussi quelques œuvres de Zoran Music. Ouais, là, toujours aussi étonnant, lui, Zoran. Oui. Dado. Oui, Dado, puis on accroche la moins petite cool, elle a été... c'est vrai que Dado, bon... puis c'est un truc aussi qu'il a trouvé, voilà, et qu'il exploite. Mais bon, on voit à travers une gaze son travail, quoi. Bon, je dis pas que c'est nul, pas du tout. Je me permettrais pas en Dado, mais enfin bon, ça passe mieux sur les bouquins, quoi, tu vois. Ouais, il y avait quelques dessins de Fred II. Alors là, des dessins avec des détails à n'en plus finir. On a fait toute une émission sur Fred II et Cécile Reims, sa compagne. Là. Ah oui, tous les deux aussi émollients. Il y avait Robert Combas, c'est ça, Robert Combas. Oui, au moins lui, c'est vital. Ouais, il y avait Hervé Di Rosa. Ouais. Oui, il y avait tous les incontournables d'aujourd'hui, quoi, et d'hier, mais bon. Donc c'est quand même l'occasion, effectivement, de faire un tour d'horizon, de tous ces incontournables, comme tu dis. Sauf que rien que pour ça vaut le coup d'aller à cette expo. Ouais, ça vaut le coup. Bon, pour nous, c'est toujours un peu trop cher, mais voilà, il faut qu'ils vivent aussi, les gens qui organisent des choses comme ça. Il y a une bibliothèque, toujours pareil, une librairie extraordinaire, quoi. C'est trop extraordinaire, d'ailleurs, surtout quand on n'a pas de sous, parce que les bouquins coûtent cher, hein, voilà, toujours très cher. En même temps, c'est des bouquins d'art, il y a des reproductions en quadrille et tout ça, c'est quand même, voilà, ça coûte de l'argent. Et moi, je suis toujours frustré quand je vais dans cette librairie, parce que bon, je m'achèterais bien une dizaine de bouquins à chaque fois, mais bon, mon budget ne m'autorise pas de telles dépenses, hein. Hélas. Il y a les volumes de Dubuffet, là, dont toi tu as le troisième, là, prospective et prospectus, là. Ouais, j'ai failli craquer, mais je me suis dit, non, Yayo, là, mon pote, non. Hein. Mais c'est vrai que si on veut trouver des bouquins sur l'art singulier, c'est quand même là qu'il faut aller. Et l'année dernière, ils ont soldé, Florence m'avait raconté qu'ils avaient soldé plein de bouquins de Jean Rustin à des prix hors compétition. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais il faut revoir ces infos au bon moment, quoi. Nous, on les a toujours après. Bon, voilà. Parce que, mais encore Jean Rustin, moi, je suis pas. Jean Rustin, j'en ai un bouquin de Jean Rustin, ça me suffit, hein, j'en ai pas besoin d'autres. Par contre, les textes de Dubuffet, ça c'est des choses qu'il faut vraiment avoir, parce que surtout quand on est artiste, je pense, pour voir, ça conforte dans des idées, ça ouvre sur d'autres champs. Voilà, c'est très important d'avoir les écrits de Dubuffet. Hein. Ça, je crois que pour moi, c'est ce qui, j'ai beaucoup d'écrits de peintres, etc. Mais Dubuffet, je crois que c'est celui qui a le mieux expliqué le processus créatif, en tout cas. Je crois, hein. Suis trouvé là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu, c'est quel gars-là, je ne l'ai jamais
su. Soudain parachuté dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien. Je fais un genre humain. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Je viens d'un au-delà, au souvenir brumeux d'une étoile angora, d'un chaos ténébreux. J'étais l'œil vert du feu, ou la reine invisible. Je m'éveille dans ce lupanar impossible. Moi l'eau du paradis, l'ocre des galaxies. Je fais un genre humain. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Et je fais de mon mieux pour n'avoir l'air de rien, pour oublier les cieux, les antres souterrains. M'adapter au logis, très abracadabrant, qui me fut imparti de chair, d'os et de sang. Moi l'eau du paradis, l'ocre des galaxies. Je fais un genre humain. 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 Je fais un genre. Le vertige me prend au détour de la rue, au rivage aveuglant où je dors de nues. Mais je ne voudrais pas changer encore de gîte. Ne désespérons pas, j'apprendrai bien les rites. On s'habitue à tout. T'es rien, je suis à vous. Je fais un genre humain. 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 Je fais un genre. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Je fais un genre. Je fais un genre humain. Je fais un genre. C'était Brigitte Fontaine, genre humain. Sur Radio Liberté, la voix des fédérations anarchistes, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité. L'émission Racoille, qui est consacrée aujourd'hui, qui était consacrée plutôt, parce que maintenant c'est terminé les gars, les filles, hein, à l'expo, une expo à la Halle Saint-Pierre, l'expo de la collection de Auberive, voilà, c'est pas mal. Une exposition jusqu'au 26 août. 26 août, voilà, à 8 €. Hein. Puis pour les petits, les tout petits, c'est gratuit, évidemment, puisqu'ils n'arrivent pas à voir les œuvres, ils sont pas assez grands. Et voilà. Puis il y a un petit resto en bas, mais enfin, c'est un peu coûteux quand même. Ouais, c'est un peu cher. Un peu cher. Bon, puis la librairie, comme on vous en a parlé.
Bon, tout de suite, on va passer, si vous voulez, à toutes nos pérégrinations là, dans des endroits divers et variés, comme au musée de l'histoire vivante à Montreuil. Nouvelles images, nouveaux regards. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais ça, c'est l'exposition dont on a parlé la semaine dernière. Le Nouvelles images, nouveaux regards, c'est l'exposition sur le Fonds populaire. Oh là 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 là, j'avais déjà zappé. Ouais. Donc ça, c'est à Montreuil, au parc Montreux. Bus 122 à partir du métro Croix de Chavaux, mairie de Montreuil. Et là, c'est 2 €, 3 € l'entrée. Ouais, mais c'est super. Notre copine Sabine, on en parle à chaque fois, mais son travail vaut vraiment le déplacement. Elle a 2 toiles, je crois, là-bas. C'est au pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant. Donc c'est au métro Gambetta, du mardi au samedi de 11h à 18h. C'est le bar Floréal Photographie. Donc il y a pas mal d'artistes de l'atelier du non-fer qui exposent là-bas. Bon, la galerie Paula Dardouin, on en parle beaucoup. Il y a Christophe Bourseau, La fuite des égaux, une exposition jusqu'au 25 juin. Il y a, donc c'est 84 rue Quincampoix dans le 4e arrondissement. Il y a toujours Cérès Franco à Montaulieu, avec des animations, des conférences le samedi après-midi, dont la première est ce samedi 4 juin à 15h, avec Françoise Monin, qui est rédactrice en chef de la revue Attention. Comment classer une collection inclassable. Il y a la petite galerie montreuilloise au 62 rue Robespierre, l'œil vagabond, qui expose un bric-à-brac d'œuvres avec chacun peut devenir collectionneur. Donc c'est jusqu'à samedi. Donc c'est pareil, ça doit être du mardi au samedi de 11h à 19h. Le sculpteur Julien Signolet qui expose au jardin botanique qui expose depuis samedi au jardin botanique du parc Floral, et on peut le rencontrer tous les samedis et dimanches entre 14h et 19h. Dans celle qu'on n'avait pas encore annoncée, il y a l'estampe populaire au 49 bis rue des Cascades qui expose entre le 2 et le 12 juin de 15h à 20h Ute Rochten, c'est des gravures. Il y a Anne van den Linden, qui est venue ici une fois nous parler de son travail, alors elle a plein de choses, elle n'arrête pas. Elle puce, hein, la petite Anne. Hein. Entre le 2 et le 6 juin, elle est au salon de la bibliophilie, place Saint-Sulpice à Paris. Elle a le stand 116, c'est la librairie du Cendre. C'est une exposition collective. Alors, elle expose une toile qui s'appelle Fouette cochée. Elle a une nouvelle collaboration à partir du 4 juin. Elle expose une série de 10 dessins tirés de son livre Économie domestique chez Artophilia. C'est la collection Artophilia. Ça, c'est à Lyon. C'est 25 rue Bourdeau. C'est de 3h, entre 3h et 7h. Et les dessins seront visibles pendant 6 mois. Voilà. Et le petit bouquin Économie domestique est en vente à Publico. Ouais. Bien, et on va passer après de chef de gare au quai naturel de la semaine. Hein. Vous voyez, une voix culturelle comme la mienne, hein, ça vaut. Pour un film qui s'appelle alors tu vas le dire en allemand, Dominique, parce que ist wieder da. On peut traduire par il est revenu. C'est un film de Timur Vermès. Alors, c'est le truc, c'est Hitler qui revient. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le ciel l'a balancé sur la terre. Ils en avaient marre là-haut, ils nous l'ont refilé une deuxième fois. Et c'est vraiment, comment dirais-je, c'est un film sans excès, comme ça, voilà, ça, pom 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 pom. Mais bon, ça file un petit peu quand même le blues, hein, je dois dire. Ça fait réfléchir en fait sur comment effectivement le peuple peut recréer un dictateur. Comment au départ il va être pris tout le film pour un acteur. Ouais. Les gens sont persuadés que c'est un acteur. Donc on voit complètement le rôle des médias qui l'invitent dans des émissions télé-réalité pour faire de l'audimat. Comment, quand on le prend pour un acteur au départ, il est maltraité, que les enfants se moquent de lui. Et comment petit à petit, en fait, il va reprendre sa place parce qu'il est soutenu, parce qu'on va le respecter. Et comment à la fin, il circule en voiture avec tout un public. Enfin, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est comment on bascule justement dans cette reconnaissance d'un homme, d'un dictateur, quoi. Voilà, imaginons que s'il a vu les moyens technologiques de maintenant, bon. Et à la fin, ce que j'ai bien aimé, c'est le genre de films que qui sont très dérangeants. Et à la fin, on a quelques petits flashs comme ça, on voit la tête de Marine Le Pen, on voit la tête de l'Autrichien Zozo, là, machin, de tous les fascistes qui émergent en ce moment, voilà. C'est pas mal comme petit rappel, ça leur fait de la pub, hein, mais de la pub, on espère,
la pub qui va mettre en garde un peu plus les foules qui les élisent. Mais on a peu d'espoir que ça change grand-chose. Et puis, dans la série machin, il y a Les Assassins sont parmi nous, c'est un film de 1945 de Wolfgang Straudt. C'est tourné en Allemagne de l'Est. Voilà, c'est les héros, c'est un homme, un chirurgien qui a fait la guerre et ça l'a pas arrangé, pépère. Et d'une jeune femme qui sort d'un camp d'internement, une Allemande évidemment. Ils sont dans Berlin, ravagés. Ça a été tourné sur place en 1945, dans le Berlin d'après la guerre. C'est les maisons qui s'écroulent, etc., etc. Et c'est la rencontre de ces deux personnages et un moment de leur vie ensemble que le film nous dévoile. Voilà. Et c'est assez difficile à supporter. Et en même temps, c'est une magnifique histoire d'amour, on peut dire. Voilà. Ouais, puis justement de quelle justice on peut faire quand lui va apprendre que son chef nazi, non c'est pas nazi d'ailleurs. Non, c'est son capitaine de la Wehrmacht. En fait, l'a obligé à trucider des enfants, des otages. C'est son capitaine qui a trucidé les otages alors que lui, médecin, essayait de l'empêcher. Parce que c'est le soir de Noël. C'était la nuit de Noël, etc. Il lui disait mais il y a des femmes, il y avait des femmes, des enfants, il y a 143 otages. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien fait, mais qu'on tue parce qu'il y a eu des Allemands tués, mais pas par eux. Et il y avait 43 enfants, je ne sais plus combien de femmes et d'hommes. En tout, c'était 143, et ils sont fusillés, donc, cette nuit de Noël, sur l'ordre de ce capitaine, qui, après la guerre, redevient un petit industriel qui transforme des casques de guerre allemands trouvés dans les ruines de Berlin ou d'ailleurs en espèce de peau en métal, quoi, voilà, et qui a une petite famille pépère, prospère et tout. Il retrouve son médecin qui lui a enfin bref, il était blessé, le capitaine, pendant la guerre, enfin à la fin de la guerre, et il demande à ce jeune médecin de lui filer son pétard pour, au cas où il serait prendre par les Russes, de pouvoir se flinguer. Enfin bon, les Allemands sont arrivés avant les Russes pour le sauver, mais enfin il a quand même une reconnaissance pour ce médecin. Et ce médecin, lui, par contre, il n'a pas oublié ce qui s'est passé pendant la guerre avec ses otages. Et il veut tuer ce capitaine, ce qu'il ne fera pas puisque sa compagne qui a compris ce qu'il voulait faire parce qu'il avait laissé une lettre dans leur logement arrive à temps pour l'en empêcher parce que voilà, ça a été du fait des autorités russes. Parce que les staliniens, enfin Staline voulait pas, si vous voulez, que le peuple se fasse justice lui-même. Voilà, vous comprenez pourquoi. Pour un dictateur, c'est pas quelque chose de... Voilà. Enfin, c'est un très très beau film. Ouais, qui fait un peu penser au cinéma expressionniste allemand, tout avec dans les jeux dans les mimiques, dans les contrastes, dans le jeu des ombres aussi. Ouais, il y a des magnifiques photographies. Il savait photographier à cette époque-là, il y a aucun doute. Voilà. Et puis il y a eu le deuxième, là, Jacob le menteur. Ouais. Avec ma camarade, on est moins persuadé que ce soit un film qu'on puisse tenir pour un grand moment de cinématographie. Mais bon, c'est quand même là aussi, c'est dans le ghetto, un ghetto, je pense, en Pologne ou non, c'est pas en Pologne, c'est en Hongrie, je crois, un ghetto, et ce ghetto est vidé rue par rue, évidemment, de ses habitants pour les embarquer pour les camps de la mort. Et donc Jacob le menteur, lui, il est dans une rue qui sera la dernière à être évacuée, et avant ça, il travaille évidemment pour les Allemands, avec d'autres comme prisonniers, comme esclaves évidemment. Et lui, il se met à raconter des histoires. Enfin, il a entendu, mais là, il l'a vraiment entendu à la radio, alors qu'il était dans un bâtiment allemand. Voilà, on l'avait expédié parce qu'il n'avait pas respecté le couvre-feu. Il a entendu à la radio allemande, que les troupes russes étaient à quelques kilomètres d'où ils habitaient. Et la nouvelle se répand dans le ghetto et tout de suite les habitants reprennent goût à la vie parce que il y avait un nombre de suicides quand même assez conséquent. Et après cette nouvelle, les suicides ont quand même un petit peu baissé du nez. Mais bon, bref,
On va raconter tout le film. En fait, il va se retrouver obligé de raconter des mensonges parce qu'on pense qu'il a une radio, donc on lui demande des nouvelles de l'arrivée, de l'avancée des troupes russes, et il est obligé de raconter des mensonges pour se sortir de là. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis un petit peu ennuyée. J'ai pas réussi à le regarder jusqu'à la fin. Et moi, j'ai oublié une partie du film. Enfin bon, voilà. Mais quand même, il y a des personnages touchants, attachants. On voit, c'est vraiment filmé. On a l'impression que c'est vrai de voir. Mais ce qui m'a moi le plus bouleversé, c'est de voir avec quelle docilité, avec quelle crédulité ces habitants du ghetto obéissent aux ordres allemands qui leur ont dit par voie d'affiche qu'il fallait quitter leur logement à telle date, se réunir à tel endroit à telle date et d'embarquer dans les trains à tel... Et ils font tout ça d'une manière tout à fait naturelle, il n'y a pas de révolte, il n'y a rien. Et ça, moi, ça me détruit complètement, quoi. Comme si les gens c'était un troupeau de moutons qu'elle allait à l'abattoir, mais d'une manière librement consentie. Il n'y a pas de résistance du tout, quoi. Voilà. Bon. Ouais, donc ça, c'était le film de 1975, c'est le film germano-tchécoslovaque, parce qu'il y a une version plus moderne qui a été faite avec une version américaine faite avec Robin Williams. Oui, alors, donc ça, c'est quand même s'il faut en regarder un, je pense que c'est quand même celui-ci qu'il faut regarder, ouais. Parce que pourquoi à un moment, peut-être qu'on ne le regarde pas au bon moment, ça fonctionne pas. C'est vrai que ça a tous les ingrédients pour fonctionner normalement. Oui, non, il y a des très belles, il y a des très bons moments. Il y a une petite fille entre autres c'est la petite nièce de Jacob le menteur. Il y a un jeune couple. Il y a un jeune couple d'amoureux qui est vraiment touchant, etc. Il y a même le suicide du coiffeur, qui est l'ami de Jacob le menteur. On n'aurait jamais pensé que ce mec-là se suiciderait, mais bon, c'est lui qui se suicide, c'est le dernier suicidé du ghetto. Voilà. Non, c'est probablement un film qu'il faut regarder. Ça dépend de la disposition d'esprit du moment du spectateur. Nous, on n'était peut-être pas à ce moment-là réceptifs parce qu'on en a vu des films sur les ghettos, etc., sur le massacre, sur la Shoah et tout. On commence à être à des routiers de la Shoah, et donc dans des degrés dans l'horreur, si vous voulez. Voilà, je crois qu'on a vu des choses tellement plus terrifiantes que bon, voilà, c'est toujours la même chose. Hein. On n'invente rien dans la vie. Il y a une accoutumance qui se fait malgré tout. Voilà. Et ça, pour moi, si j'avais commencé à fréquenter, si vous voulez, le génocide des juifs européens des Européens de confession juive, par celui-là, j'aurais été certainement bouleversé du début jusqu'à la fin. Mais comme ça arrive quand même après en avoir vu des dizaines sur cette chose terrifiante de l'élimination de tout un peuple européen, voilà, bon, hélas, il y a, comme qui dirait, une accoutumance qui se fait, qui est pas... non, t'appelleras pas ça comme ça? Si, ouais, bon. Ouais. Il y a le film Camisard, qu'on a regardé, un film de René Alliot, c'est un film de 1970 sur tous ces mouvements dans les Cévennes, sur les protestants dans les Cévennes qui ont fui... qui se sont d'abord révoltés contre ce qui se passait après la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, les Camisards, c'est des résistants, en fin de compte. Et là, on voit encore le rôle pourri de l'Église, qui, allié évidemment avec le roi, qui soutient les dragons royaux qui massacrent allègrement, qui violent, qui pillent, qui font brûler, etc. Voilà, et la révolte de cette poignée de Cévenols, là, voilà, avec leur prophète Abraham, Mazel, voilà, un illuminé, mais il y avait des prophètes chez les Camisards, il y avait voilà, et non, c'est une fois de plus, on est vraiment, comment dirais-je, là, révolté par le comment dirais-je,
la bassesse de ces gens, de représentants d'église, là, et ces petits seigneurs locaux, etc., parce que grâce à la répression royale, on pouvait s'approprier des terres, on revient toujours aux choses de base, hein, voilà. Et non, c'est dans des paysages évidemment extraordinaires, quoi. La Cévennes, c'est quelque chose, hein, il faut quand même y aller. Et puis des gueules il y a Rufus qui joue un beau personnage là-dedans. Il y a des gueules de Cévenol qui sont pas, ils ont pas inventé celle-là. Je crois qu'ils ont recruté dans le pays. Voilà. Non, à voir vraiment si on a envie de connaître. Puis je rappelle qu'il y a l'écrivain là, c'est Pierre Cabrol ou je sais plus, qui a écrit justement, quelque chose sur les Camisards et qui est un très bon écrivain, Cévenol. Voilà. Si on a envie vraiment de se plonger dans cette époque, dans ce moment de jacquerie Cévenol, voilà. Voilà, puis donc éventuellement à voir dans le festival Ciné-Palestine, hein, jusqu'au 5 juin, regarder un petit peu le programme, et je pense qu'il y a quand même des films intéressants à voir, quoi. Non, bien sûr. Et puis aussi, si je peux revenir à 2 minutes là sur les Cévenol, il faut... j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin, il y a toujours la possibilité il y a les Camisards et il y a les Cathares. Oui, c'est quelque chose qui est un petit peu... Les Cathares aussi avaient des prophètes, etc. Mais c'est un pays... Non, je veux encore insister sur l'ignominie des catholiques, voilà, qui ont supporté tout ça avec allégresse et qui l'ont même appuyé, et on n'en sortira jamais tant qu'il y aura des religieux, qui soient cathos, qui soient juifs, qui soient musulmans. Voilà, on aura des choses aussi abominables. Ça se passe d'ailleurs en ce moment en Palestine, ça se passe en Irak, en Syrie, ça se passe un peu partout dans le monde, toujours. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.